je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous passerez la prochaine heure avec nous à analyser, à décortiquer l'actualité haïtienne. Eh bien, on va y aller avec la plus grande transparence, on va y aller avec la plus grande sincérité. Les heures sont sombres dans notre pays. Les nouvelles qui parviennent à nos oreilles ne sont pas réjouissantes. Vous avez sûrement vu ces vidéos qui montrent un véritable carnage de nos policiers. C'est plus d'une dizaine de policiers qui ont été assassinés cette semaine. Je voudrais leur rendre un hommage sincère à ces policiers et présenter mes condoléances émues à leurs familles. Dans une société sérieuse, dans un état de droit, le métier de policier, c'est l'un des métiers les plus valorisés. En réalité, c'est l'un des métiers les plus honorables. Imaginez quelqu'un qui va à l'école pour apprendre des techniques de sécurité. Imaginez quelqu'un qui va à l'école pour apprendre des techniques de protection et qui met tout ce savoir au service des autres. Un policier, c'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour protéger la vie et les biens des autres. Car c'est ça la devise du policier, protéger et servir. Donc dans un état de droit, dans une société digne de ce nom, lorsqu'un pays est dirigé par des leaders qui méritent le nom de leader, eh bien le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé par les conditions sociales que l'État lui offre. Le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé par, si vous voulez, un code de déontologie qui est respecté par tous. Le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé en ce que la population sait que sa sécurité dépend justement du travail professionnel de ce policier. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons en Haïti. Le régime PHTK de Michel Martelly, le régime PHTK d'Ariel Henry, le régime PHTK du Canada, le régime PHTK des États-Unis d'Amérique, le régime PHTK de la France, car les véritables patrons du PHTK, ce sont justement les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Et donc, disais-je, le régime PHTK mis en place par les États-Unis d'Amérique, par le Canada et la France,
ne valorise pas ce métier-là. Au contraire, le régime PHTK fait tout pour corrompre les policiers. Et à bien des égards, il réussit. Le régime PHTK fait tout pour déstabiliser le métier de policier en Haïti. Et en ceci, il réussit, puisque, avons-nous appris, près de 70% de nos policiers, eh bien, trempent dans toutes sortes d'histoires de corruption, dans toutes sortes d'histoires de drogue. Ils le font sans les excuser parce qu'ils sont mal payés. Ils le sont sans les excuser parce qu'ils ne sont pas valorisés. Ils le sont sans les excuser justement parce qu'ils ont des contre-modèles, ils ont des contre-valeurs. Quand un ancien président, à la personne de Michel Martelly, s'est décrit tout en se vantant à la télé comme un bandit légal, eh bien, que voulez-vous que les policiers, n'est-ce pas, aient comme modèle, sinon qu'un président qui se décrit comme bandit légal? Lorsque tous les ministres d'un gouvernement se mettent à confondre leurs cassettes personnelles avec, n'est-ce pas, les caisses publiques, eh bien, que voulez-vous? Eh bien, la plupart des policiers sombrent dans des histoires de corruption. Je ne veux pas du tout laisser entendre que ceux qui sont tombés cette semaine le sont parce qu'ils ont été corrompus. Ce n'est pas du tout cela. Je suis en train de vous dire comment, parce qu'on a un régime PHTK de contre-valeurs, parce qu'on a un régime PHTK de corruption mis en place en Haïti par les véritables tuteurs de ce pays, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France, eh bien, on se retrouve avec des policiers qui non seulement ne sont pas valorisés, qui non seulement ne sont pas protégés, en sorte qu'ils sont livrés comme ça en pâture, ils sont livrés à l'abattoir, à des bandits qui eux-mêmes sont armés par les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Car, disons les choses telles qu'elles sont, parlons peu mais parlons vrai. Ultimement, tous ceux qui ont des armes en Haïti ont pour véritable patron l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Les armes partent des États-Unis d'Amérique. À 90%, les armes qui tuent les policiers arrivent à 90% des États-Unis. Donc la Homeland Security a du sang sur les mains. Lorsque vous prétendez être un pays ami, et que vous laissez ce pays-là, n'est-ce pas, être inondé par 600 000 armes de guerre, selon les statistiques de Mme Lalime, qui avait travaillé à la Fédération des bandits en Haïti, vous ne pouvez pas nous regarder dans les yeux et jouer à la Vierge offensée, non. Ces policiers qui ont été assassinés, ces policiers qui ont été immolés, ces policiers dont le corps a été calciné cette semaine, eh bien, ultimement, ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent en porter la responsabilité. Car, je le disais, tous ceux qui détiennent des armes en Haïti ont pour patron ultime les États-Unis d'Amérique, la Homeland Security qui laisse entrer les armes, l'ambassade des États-Unis qui tient des statistiques, n'est-ce pas, précises sur qui a des armes en Haïti, quels sont ceux qui les fournissent en munitions. Alors vous ne pouvez plus vous déresponsabiliser, vous ne pouvez plus vous dédouaner en laissant croire que ce pauvre pays n'a plus de sécurité. Même les policiers n'arrivent plus à sécuriser les autres puisque eux-mêmes sont abattus, sont assassinés comme des chiens. Les patrons véritables de ceux qui ont des armes en Haïti et donc de ceux qui tuent, et donc de ceux qui assassinent en Haïti, sont les États-Unis d'Amérique. Mais la question à se poser, les amis, et je vais vous la poser, c'est pourquoi ce carnage arrive-t-il au moment même où se déroulait aux Nations Unies un conseil de sécurité qui portait sur Haïti? Pourquoi ce carnage est arrivé à un moment où les mêmes, si vous voulez, les mêmes apôtres de l'occupation illégale, c'est-à-dire les Madame Lalime, les Guterres de ce monde, secrétaire général des Nations Unies, chantaient, n'est-ce pas, en chœur qu'il faut une occupation multinationale en Haïti? Ce carnage est arrivé parce qu'il participe de ce que j'appelle justement l'ingénierie sociale. Ce carnage des policiers est arrivé à point nommé pour nous convaincre, vous et moi, Haïtiens, qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut demander à genoux
aux pyromanes, c'est-à-dire aux Américains, aux Français et aux Canadiens de venir éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Non, 1000 fois non, plutôt mourir que de demander aux Américains, plutôt mourir que de demander aux Français, plutôt mourir que de demander aux Canadiens de venir fouler de leurs bottes sacrilèges le sol de Jean-Jacques Dessalines. Jamais, plus jamais. Après 10 missions où vous nous avez foutu le choléra, après 10 missions où vous avez sodomisé nos jeunes, après 10 missions où vous avez engrossé nos jeunes filles et laissé des enfants traîner dans la rue sans père ni mère, vous ne devez plus remettre le pied chez nous. Cela doit être clair. Vous faites de l'ingénierie sociale, vous faites du conditionnement social en donnant l'ordre d'assassiner plus d'une dizaine de policiers pour nous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire. Vous êtes en train de nous faire, selon la théorie de Pasqua, une autre affaire dans l'affaire pour qu'on oublie l'affaire originelle. L'affaire originelle, c'est que vous avez commandité l'assassinat d'un président chez lui. En plus, vous avez envoyé la CIA, vous avez envoyé le FBI pour effacer toutes les traces de toute potentielle enquête qui remonterait jusqu'à vous. Et pour nous faire oublier cet assassinat crapuleux, vous voulez nous faire croire que notre pays est en état de guerre civile. Vous voulez nous faire croire que notre population est prise en otage par des bandits. La vérité, c'est que la population haïtienne est prise en otage par 3 pays mafieux. La vérité, c'est que notre population est prise en otage par des ambassadeurs mafieux. Les ambassadeurs des États-Unis, les ambassadeurs de la France, les ambassadeurs du Canada, qui se retrouvent dans une association de malfaiteurs qu'on appelle Core Group. Voilà le véritable otage. Et donc, tandis que nous pleurons la mort de nos policiers qui continuent de tomber au combat, tandis que nous leur rendons hommage, tandis que nous présentons nos condoléances à leurs familles, nous devons tenir pour responsables les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France qui tiennent la population haïtienne en otage, qui refusent que la population haïtienne décide par elle-même de choisir son leader. Le Canada, les États-Unis et la France qui tiennent à la tête de ce pays un assassin, un bandit, un incapable, un impopulaire, un illégal, un inconstitutionnel, à la personne d'Ariel Henry. Malgré le fait qu'il est inconstitutionnel, malgré le fait qu'il est illégal, malgré le fait qu'il est impopulaire, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France le gardent au pouvoir. À quelle fin? Pour nier au peuple haïtien ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples. Droit qu'ils reconnaissent aux Ukrainiens, droit pour lequel ils sont prêts à se battre par pays interposés pour l'Ukraine, mais droit qu'ils refusent aux Haïtiens parce qu'ils sont un pays de nègres. Alors, le sang de cette dizaine de policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Le sang de ces policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince. Le sang de ces policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. C'est vous qui êtes responsable de cela. Vous voulez nous convaincre que nous sommes incapables de sécuriser notre propre population pour se faire vous donner l'ordre, n'est-ce pas, aux bandits que vous armez d'assassiner nos policiers. Nous ne sommes plus naïfs. Vous ne rentrerez plus chez nous. Et même si nous devions solliciter la collaboration d'autres pays, sachez qu'au sein des Nations Unies, il y a plus de 193 nations, nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide du Canada. Nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide des États-Unis. Nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide de la France, car ce sont 3 pays pyromanes qui veulent se faire passer pour pompiers. Vous êtes des pyromanes, vous êtes des mafieux, vous êtes des assassins. C'est vous qui êtes responsables de ce qui se passe là en Haïti. Donc, recadrons le débat. Les heures sont sombres, mais elles ne sont pas sombres parce qu'il y a une fatalité haïtienne. Elles sont sombres, ces heures-là, parce qu'il y a 3 pays qui font du conditionnement sur Haïti, 3 pays qui veulent convaincre la population haïtienne qu'il faut
qu'ils envahissent ce territoire pour nous protéger. Vous n'entrerez pas en Haïti. Vous allez devoir nous tuer tous, les 12 ou 14 millions d'Haïtiens, avant que vous ayez le droit d'entrer sur ce territoire. Après 10 missions de viol, après 10 missions de choléra, après 10 missions de magouille, c'est fini. Nous voyons clair à vos jeux, vous n'entrerez plus chez nous. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, programmer des assassinats, programmer des soi-disant révoltes de policiers pour donner la fausse impression qu'il y a guerre civile en Haïti. Vous n'entrerez pas dans notre pays. Les amis, c'est de cela qu'il s'agit. Les assassinats de policiers que nous condamnons, la mort de ces policiers, n'est-ce pas, que nous pleurons, ce n'est pas une mort, ce n'est pas un événement, n'est-ce pas, qui arrive au hasard. Ce sont des événements qui sont programmés juste au bon moment où se déroulait à New York, aux Nations Unies, n'est-ce pas, un conseil de sécurité où les mêmes assassins, les Madame Lalime de ce monde, les mêmes assassins, Ariel Henry, les mêmes assassins, Guterres, les mêmes assassins, Rodrigue Jean, demandaient en chœur qu'il faut une occupation d'une armée multinationale. La vérité, c'est que ces trois pays-là sont emmerdés. Parce que celui qu'ils ont placé à la tête du pays n'a aucune légitimité, donc il ne peut pas parler au nom des Haïtiens. Celui qu'ils ont placé là, à la tête du pays, n'a aucune popularité. Les Haïtiens ne s'identifient pas à son discours. Alors, ils passent par des voies détournées, ils vont tenter de provoquer une guerre civile, des policiers qui tuent des policiers qui tirent sur des policiers pour justifier leur occupation. Votre narratif ne passera pas. C'est un narratif cousu de fil blanc. C'est un narratif de mensonge. Heureusement pour le peuple haïtien, le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que CNN raconte. Le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que Radio-Canada raconte. Le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que RFI raconte. Le message sur Haïti est porté aujourd'hui par des Haïtiens comme moi ou d'autres Haïtiens qui sont conscients, n'est-ce pas, des pièges que nous tendent ces trois pays mafieux et qui disent « fini le temps où des Blancs vont parler au nom des Noirs, désormais les Noirs vont reprendre le contrôle de leur narratif. » Oui, les heures sont sombres, nous pleurons la mort de ces policiers, nous allons prendre le temps de les enterrer, mais jamais nous n'accepterons une occupation des États-Unis, jamais nous n'accepterons une occupation du Canada, jamais nous n'accepterons une occupation de la France. Alors, le carnage de ces policiers participe d'une autre affaire dans l'affaire pour nous faire oublier l'affaire originelle. L'introduction était longue, vous connaissez le rituel. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau
toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis d'analyser, de décortiquer, de décomposer l'actualité politique haïtienne, mais l'actualité politique haïtienne a commencé à New York, bizarrement. Et je voudrais intituler cette première partie de l'émission « Blocage », car c'est d'un blocage qu'il s'agit en ce qui a trait à la situation haïtienne. En fait, Haïti est devenu, si vous voulez, une espèce d'écharde dans la pensée des communautés malveillantes comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France. Tous ces pays qu'on retrouve directement ou indirectement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car la semaine a commencé avec cette autre réunion au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, où le maître mot, c'est blocage. D'un côté, vous avez un certain nombre de pays mafieux qui sont responsables de ce qui se fait là en Haïti. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France, qui avaient volé des élections au peuple haïtien en refusant à la population haïtienne son droit le plus souverain, c'est-à-dire le droit de vote, en lui entrant dans la gorge un salopard du nom de Michel Martelly, même si ce dernier n'était pas du tout admissible à la présidence, même s'il n'était pas du tout admissible, n'est-ce pas, au Palais national. C'est ainsi que les choses ont commencé. Ils lui ont donné le mandat de désorganiser le pays, ils lui ont donné le mandat de briser toutes les institutions du pays. Michel Martelly fut suivi par son poulain Jovenel Moïse, qui a fédéré à l'instigation de Madame Lalime, les bandits, qu'on appelle les barbecues, les 400 Marozo, les ISO, tout ça c'est le travail du PHTK mis en œuvre par Madame Lalime, qui est allée justement devant le Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques années sous Jovenel pour dire que la fédération des gangs était une bonne chose. Il faut le lui rappeler à cette salope ce qu'elle avait dit. Et donc là, nous nous sommes retrouvés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies avec une situation de blocage. Les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada, ces trois pays qui avaient volé les élections au peuple haïtien, pensaient qu'ils auraient la tâche facile. Après avoir commandité l'assassinat du président Jovenel Moïse, après avoir laissé entrer sur le territoire haïtien plus de 600 000 armes de guerre pour terroriser la population haïtienne, eh bien ces pays-là s'imaginaient à tort que le peuple haïtien serait mis à genoux et que ce peuple-là les supplierait d'envoyer une armée multinationale pour le sauver. Mais non, le peuple haïtien n'est plus dupe, le peuple haïtien n'est plus naïf. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour cette occupation illégale. Alors là, il y a un blocage au sein du Conseil de sécurité. D'un côté, vous entendez les mêmes discours insipides, vous entendez les mêmes discours racistes tenus par Madame Lalime de Bill Clinton, tenus par le secrétaire général des Nations Unies, un imbécile, n'est-ce pas, tenus par l'ambassadeur d'Haïti, n'est-ce pas, aux Nations Unies, Antonio Rodrigue, qui n'est ambassadeur de personne puisqu'il n'a pas de légitimité pour ce titre-là. Et tandis qu'on assistait à ce coup de bluff aux Nations Unies d'Amérique, eh bien celui que ces trois pays mafieux ont placé à la tête de ce pays était parti en Argentine pour demander aux pays de la région d'envoyer dans le pays de Dessalines une armée multinationale pour sécuriser la population. Et je vous ai dit que cette première partie de l'émission devrait s'intituler « Blocage » parce que personne ne prend Ariel au sérieux. Imaginez, moi, exemple, qui suis président légitime d'un pays et qui assiste à une rencontre internationale au cours de laquelle un soi-disant Premier ministre qui n'a aucune légitimité constitutionnelle, qui n'a aucune légalité, qui n'a aucune popularité dans son pays, un Premier ministre qui n'est pas élu, qui est placé là justement par la volonté raciste du Canada, des États-Unis d'Amérique et de la France. Alors,
Cet homme-là peut tenir tous les discours qu'il veut. Il peut parler aussi longtemps qu'il veut. Il n'arrive à convaincre personne. Car imaginez un chef d'État qui, lui, a un mandat de sa population, qui accepterait d'envoyer les soldats de son armée payés par ses contribuables, se faire tuer dans un pays à la demande d'un homme qui n'a aucune légitimité. Voilà pourquoi la situation se trouve dans un blocage. Aucun pays de la région des Caraïbes, aucun pays de la région de la CARICOM ne veut s'engager à envoyer un soldat de son pays, n'est-ce pas, en Haïti. Pour quelle raison? Pas parce qu'on n'aime pas le peuple haïtien, mais c'est parce que celui qui réclame cette occupation n'a ni légitimité, ni légalité, ni popularité. Donc Ariel peut demander tout ce qu'il veut. Il peut parcourir le monde touchant au passage, n'est-ce pas, des pères diem. Il n'a aucune légitimité. Son appel ne sera entendu par aucun autre pays. Voilà pourquoi Ariel peut aller sur toutes les tribunes, ce qu'il fait déjà depuis, n'est-ce pas, près de 2 ans. Personne ne l'écoute. De l'autre côté, les tuteurs d'Ariel se débattent comme le diable dans le bénitier au sein du Conseil de sécurité. J'entends les États-Unis d'Amérique, j'entends le Canada, j'entends la France, qui constitue une association de malfaiteurs pour essayer de convaincre le monde d'un narratif de salut pour le peuple haïtien. Cette population qui est prise en otage par des bandits, la vérité c'est que personne ne les croit. Si vous prenez le temps, parce que la chose existe sur YouTube, d'écouter, par exemple, n'est-ce pas, le discours de l'ambassadeur de la Russie au Conseil de sécurité, mais il s'est foutu de leur gueule. Il a demandé aux États-Unis d'Amérique, mais à quand une enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse? Il a demandé, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique, mais d'où viennent les armes qui tuent les policiers en Haïti? Mais à toutes ces questions-là, eh bien, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies n'a pas su répondre. Madame Lalim était devenue blême. Elle était devenue encore plus laide qu'elle n'est. Parce que la méchanceté nous rend encore plus laides. Et dans son cas, bon Dieu, elle incarne même toutes les laideurs, elle incarne toutes les méchancetés contre le peuple haïtien. Elle n'a pas de réponse à cela. Tout ce qu'elle a su dire, c'est qu'il faut une armée multinationale pour Haïti. Blocage. Blocage. Vous vous souvenez, au mois de novembre, au mois de décembre, il y avait une congresswoman américaine d'origine haïtienne, soi-disant, qui avait provoqué une véritable commotion dans la population haïtienne en nous menaçant d'une occupation américaine avant le 10 janvier. Nous sommes près de 2 semaines plus tard. Les États-Unis d'Amérique ont la plus grosse armée du monde. Les États-Unis d'Amérique ont, comble de sacrilège, demandé au Canada d'assumer le leadership de cette occupation illégale en Haïti, mais aucun pays ne veut bouger parce que non seulement il n'y a pas d'acceptabilité sociale, mais désormais, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France ne détiennent plus le monopole, n'est-ce pas, des discours sur Haïti, puisque je suis là pour vous dire la vérité, d'autres hommes et de femmes d'origine haïtienne sont là pour vous dire la vérité, et des étrangers de bonne foi, qui ne sont pas nécessairement racistes, sont là pour dire au monde ce qui se passe là en Haïti, c'est du conditionnement social, c'est de l'ingénierie sociale. Les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France sont responsables de ce merdier haïtien en ce qu'ils ont ravi au peuple haïtien le droit à l'autodétermination. Ils ont ravi au peuple haïtien le droit souverain du vote en nous entrant dans la gorge un salaud en la personne de Michel Martelly, qui a brisé toutes les institutions du pays. Il n'y a plus aucune institution en matière de justice, un homme qui n'a organisé aucune élection, en sorte que, après 2 régimes PHTK, on se retrouve avec un pays sans élus, sans sénateurs, sans députés, sans magistrats, rien. C'était ça le mandat qu'on avait confié à Michel Martelly. Ce mandat ayant été exécuté, ce que ces 3 pays mafieux n'avaient pas prévu, c'était la résistance du peuple haïtien. Alors pour briser la résistance du peuple haïtien,
Nous l'avons vu au cours de ces dernières semaines. Joe Biden y est allé d'une politique d'immigration qui cherchait à vider Haïti, n'est-ce pas, de tous ceux qui pourraient montrer une résistance face à cette occupation américaine. Sauf que, vous savez, comme le disait Victor Hugo, historiquement, les pays impérialistes, les pays, n'est-ce pas, colonisateurs meurent d'indigestion au sein même de la bête américaine, au sein même des États-Unis. Vous avez entendu la nouvelle, c'est pas moins de 21 États qui contestent la politique d'immigration de Biden et qui ont demandé cette semaine à un juge de suspendre cette politique-là parce qu'elle serait illégale. C'est leur affaire. Mais vous notez à quel point, comme je vous avais dit, dans notre malheur, nous sommes un peuple chanceux, nous sommes un peuple indestructible, nous sommes un peuple invincible, tandis que par une politique d'immigration, on cherchait à vider Haïti de tous ses résistants. Eh bien, au sein même de cette bête qui mourra d'indigestion, pas moins de 21 États réclament une suspension de cette politique. Ces pays mafieux, au cours de ces dernières semaines, ont travaillé à la mise en place si vous voulez, d'une structure inconstitutionnelle, d'une structure illégale, ayant à sa tête une femme, n'est-ce pas, qui a perdu le nord, qui a perdu sa lucidité et qui n'est motivée que par le désir d'être la présidente d'une coquille vide. Je parle de Mirland Maniga, qui s'est retrouvée à la tête d'une structure mise en place par Madame Lalime, encore elle, cette salope, et Ariel Henry, qui n'a aucune légitimité, un haut conseil de transition. La vérité, c'est que cette structure, elle est vide. Cette structure, elle est inconstitutionnelle, elle est illégale, et Madame Mirland Maniga ne détient aucune légitimité pour représenter la population haïtienne au sein d'une structure mise en place par la très détestable Madame Lalime, blocage. Et elle était tellement minable, Madame Mirland Maniga, cette semaine. Elle était sur tous les micros, elle était sur tous les fronts pour se plaindre de quoi? Pour se plaindre du fait qu'elle n'a pas de budget. Ariel ne met pas de budget à son service. Pour se plaindre de quoi? Pour se plaindre du fait qu'elle n'a pas de bureau. Vous imaginez? Vous imaginez? À peine a-t-elle été nommée qu'elle se plaint de n'avoir pas de budget, qu'elle se plaint de n'avoir pas de bureau. Oh bon Dieu, cette élite sans foi ni loi, qui s'inscrit dans un dessein personnel et qui n'est motivée que par l'amour du pouvoir. J'aime à dire que Mme Mirland Maniga doit souffrir, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle une présidentite. Hein? Elle souffre de cette maladie, à la suite de laquelle il faut qu'elle soit présidente de n'importe quoi, à n'importe quel prix. Je ne peux m'expliquer autrement que cette femme, dans un contexte aussi sombre, dans un contexte aussi terrible que celui d'un Premier ministre qui n'est le Premier ministre de personne et qui ne tient qu'à un fil son mandat, je ne peux m'expliquer que Mirland accepte de collaborer avec Ariel. Je ne peux m'imaginer que Mirland accepte de collaborer avec Madame Lalime, à moins qu'elle ne souffre, comme je viens de le dire, d'une présidentité. Là, à peine est-elle nommée qu'elle se plaint de n'avoir pas de bureau, qu'elle se plaint de n'avoir pas de budget, qu'elle se plaint de n'avoir pas de moyens. Hélas, Mirland sera emportée par la vindicte populaire au même titre qu'Ariel, au même titre que Madame Lalime. À chaque fois que vous oserez faire du mal au peuple haïtien, à chaque fois que vous trahirez la confiance du peuple haïtien, sachez, Madame Maniga, sachez, Madame Lalime, sachez, Ariel Henry, que malheur vous arrivera. Donc, on est dans une situation de blocage. Les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada sont embêtés. Comment faire pour justifier? Comment faire pour faire avaler justement une occupation illégale en Haïti, occupation qui aurait pour mandat d'organiser des élections bidons à la suite desquelles on mettrait un affidé du PHTK comme Claude Joseph. Vous voyez, tout est en place, mais on n'arrive pas à exécuter ce qui est en place. Tout est en place, mais on n'arrive pas encore à exécuter ce qui a été planifié.
Ce qui a été planifié, c'est que selon le discours de Mme Pamela White, qu'on mette KO, c'est-à-dire qu'on assassine Jovenel, qu'on le remplace par un Premier ministre et qu'on aille à des élections bidons au terme desquelles on mettrait un autre PHTKiste comme, n'est-ce pas, Claude Joseph? Sauf que le PM qu'ils ont mis est décrié, il est impopulaire, il est obligé de prendre la fuite. Les structures qu'ils mettent en place pour nous faire avaler la programmation de leurs élections bidons n'obtient pas l'adhésion populaire et ils n'arrivent pas à envoyer une armée multinationale en Haïti. Blocage. Et donc, pour sortir de ce bourbier, il faut qu'ils trouvent un justificatif, d'où le carnage des policiers, juste au moment où Ariel était en Argentine, juste au moment où se déroulait aux Nations Unies ce Conseil de sécurité qui portait sur Haïti. Le carnage des policiers était programmé pour nous faire croire que les policiers eux-mêmes n'arrivent pas à sécuriser la population parce qu'ils se font tuer eux-mêmes. Il faut une armée nationale, une armée multinationale. Et ça non plus ne passe pas. Je me rappelle qu'au moment où René Préval était au pouvoir, René Préval, par exemple, qui croyait en la vertu de la MINUSTAH, eh bien, quand René Préval était au pouvoir, à chaque fois que le moment était venu de reconduire le mandat de la MINUSTAH, tout à coup, le taux de kidnapping grimpait au pays. Quand il fallait renouveler le mandat de la MINUSTAH, on entendait dire qu'on a recommencé à kidnapper des gens, et n'est-ce pas, à gauche et à droite, si bien que la population se pensait prise en otage en disant « si la MINUSTAH part, eh bien la situation va être pire ». La vérité, c'est qu'aucun soldat de la MINUSTAH n'a jamais protégé qui que ce soit contre le kidnapping. Et donc tout ceci, c'était aussi du conditionnement. Il fallait nous conditionner de manière à accepter la MINUSTAH. La MINUSTAH étant partie, on veut nous entrer dans la gorge d'une occupation illégale. Alors pendant la semaine, carnage de policiers et kidnapping sonore. Kidnapping sonore du professeur Pierre Buteau. Nous déplorons son kidnapping. Mais personne n'est assez dupe pour s'imaginer que tout cela arrive au hasard. Tout cela arrive précisément parce qu'il y a un blocage au sein des Nations Unies sur Haïti. Le Canada, la France et les États-Unis n'arrivent pas à faire accepter leur occupation illégale. Alors ils mettent pression, ils font de la pression sur la population pour que cette population se rende à l'évidence qu'elle ne peut pas se sécuriser elle-même et qu'elle doit faire appel aux mêmes pyromanes qui ont foutu le feu. Non, cela ne passe pas cette fois-ci. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. La deuxième partie de l'émission pourrait s'intituler « Attention aux faux mouvements populaires ». Vous l'avez vu, les survivants, les policiers survivants sont frustrés, je les comprends. J'aurais été frustré moi aussi. Ils réalisent tout à coup qu'ils sont livrés en pâture par ceux-là même qui devraient les protéger, c'est-à-dire le soi-disant Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique. Ils sont livrés en pâture par leur propre patron, c'est-à-dire le chef de la police. Alors ils sont frustrés. Et dans leur compréhensible et nécessaire frustration, ils ont
casser et briser quelques structures au sein du pays. Je ne les juge pas, mais je vais tout simplement vous aider à comprendre leur comportement et à vous mettre en garde contre toute naïveté. Et donc, dans leur frustration, on les a vus se rendre dans la résidence officielle du Premier ministre, qui n'était pas là, hélas. J'aurais tellement aimé qu'il soit là et qu'il paye une fois pour toutes ces inconséquences, ce salopard-là. Ayant entendu dire que le Premier ministre allait atterrir à la suite de sa tournée en Argentine, mais ces policiers-là sont allés à l'aéroport, ils ont brisé les vitres de l'aéroport, ils n'ont pas réussi à mettre, hélas, la main sur le Premier ministre. Pour quelle raison? Parce que l'ambassade américaine a volé, n'est-ce pas, au secours de ce PM. Ça ne m'étonne pas, puisque le véritable patron, n'est-ce pas, d'Ariel Henry, mais c'est l'ambassadeur américain. Et dans leur nécessaire volonté d'exprimer leur frustration, mais ils ont ouvert le feu sur des confrères qui, eux, sont payés pour assurer la sécurité d'Ariel Henry. Tout ceci semble constituer le début d'une révolte populaire, et c'est mon rôle en tant qu'historien, et c'est mon rôle en tant qu'analyste politique de vous dire de faire attention. Je vais vous rappeler un certain nombre de choses. Vous vous souvenez que sous Jovenel, il y avait déjà un mouvement de contestation de policiers? Vous savez qui était à la tête de cela? Une certaine policière du nom de Yannick, qui réclamait à peu près les mêmes choses que les policiers d'aujourd'hui, de meilleurs moyens, de meilleures conditions sociales, de meilleurs moyens pour exercer leur noble profession, etc. On a entendu Yannick pendant un certain nombre de mois. Aujourd'hui, Yannick existe encore, mais on lui a cousu le bec. Faisons attention. On avait déjà assisté à une autre forme de contestation policière. Je vous dis un nom, tiens, je vous le donne en mille, Barbecue. Barbecue, c'est un ancien policier qui était, dans un premier temps, à la tête d'un mouvement de contestation au sein de la police. D'où son nom, n'est-ce pas, mouvement révolutionnaire, mayen tout. Ça veut dire il n'est pas seul dans son bazar-là. Il a un certain nombre d'autres policiers avec qui il a lancé un mouvement de contestation. Mais aujourd'hui, que fait Barbecue? Barbecue travaille pour Madame Lalime. Si vous doutiez encore que Barbecue travaillait pour Madame Lalime, vous vous souvenez quand le terminal de Vareux était bloqué par n'est-ce pas, Barbecue. Il n'a fallu qu'un discours de la part de l'ambassade américaine pour que Barbecue lui aussi fasse un discours comparable mot pour mot en disant que pour soulager la population, il allait libérer Vareux. La vérité, je l'ai dit, tous ceux qui détiennent des armes en Haïti ont pour patron ultime soit Madame Lalime, représentante des Nations Unies en Haïti, qui n'est qu'une employée du département d'État, et l'ambassade américaine elle-même. Alors, quand on voit des policiers se soulever pour exprimer leur frustration, je me dis deux choses. Je me dis, je les comprends. Moi aussi, j'aurais été frustré dans de telles situations. Mais la deuxième chose que je me dis, prudence, méfiance, parce qu'on a déjà vu des policiers organiser soi-disant un mouvement populaire pour se faire récupérer rapidement par le pouvoir en place et surtout pour se faire tirer les oreilles rapidement par le département d'État. Car il y a une vérité de l'histoire, et ça c'est l'historien en moi. Un mouvement populaire qui réussit, c'est un mouvement populaire préparé. Un mouvement populaire qui réussit, c'est un mouvement populaire à la tête duquel on retrouve un véritable leadership. Un mouvement populaire qui réussit, c'est un mouvement qui a une stratégie, c'est un mouvement qui a des tactiques et c'est un mouvement qui a une relève. Je vais vous citer un autre exemple récent. Il y a quelques années, sous Jovenel, il y avait ce fameux mouvement Côte-Cob Petro-Caribéa. C'était des jeunes, les Petro-Challengers qu'on les appelait, qui organisaient une espèce de mouvement spontané, n'est-ce pas, un mouvement au terme duquel on réclamait
aux PHTKistes voleurs, c'est-à-dire au Michel Martelly, au Laurent Lamotte, tous ces voleurs-là, n'est-ce pas, qui ont dilapidé les fonds publics, on leur réclamait l'argent de Petro-Caribé. Mais si je vous pose la question, où sont les Petro-Challengers? Vous ne les voyez pas. Pour quelles raisons? Pour les mêmes raisons qui vont expliquer l'échec de ce soi-disant mouvement populaire des policiers. Un mouvement sans leadership ne peut réussir. Un mouvement sans stratégie ne peut réussir et un mouvement spontané ne réussit jamais. Il faut une planification quand on a un mouvement populaire. Et très rapidement, la plupart des Petro-Challengers ont été récupérés par le PHTK, d'autres ont été assassinés par le PHTK de Jovenel Moïse. On se souvient, n'est-ce pas, d'une certaine Neti, qui a été assassinée par Claude Joseph pour protéger la relation de ce dernier, Claude Joseph, avec la première dame d'alors, Martine Moïse. Disons les vraies choses. Neti a été assassinée parce qu'elle a vu, elle a su des choses sur Martine et Claude Joseph et Martine Moïse se sont arrangés pour l'éliminer. Donc, faisons attention aux mouvements populaires spontanés. Les mouvements populaires spontanés ne réussissent jamais. Et un autre exemple, dans l'histoire récente du pays, vous vous souvenez de ces 3 jours, n'est-ce pas, de pays loc? De mémoire, c'était le 16, 17, 18 juillet sous Jovenel Moïse. Pendant 3 jours, on a cru que, n'est-ce pas, Jovenel Moïse allait être renversé. En tout cas, son pouvoir a vacillé. Mais précisément parce que ce mouvement n'avait pas de leadership, précisément parce que ce mouvement n'avait pas été planifié, précisément parce que ce mouvement n'avait pas de stratégie, eh bien, il est mort de sa belle mort. Donc, l'historien, moi, doit vous dire de faire attention à ce qui semble être un mouvement spontané de contestation mené par les policiers. Encore une fois, je veux que vous me compreniez. Que les policiers soient frustrés, je les comprends. Qu'ils démontrent leur frustration vis-à-vis de leur boss, mais je les soutiens. Mais ne plaçons pas trop de foi dans un mouvement spontané de policiers, pour plusieurs raisons. Parce que tous ceux qui détiennent des armes au pays ont pour patron ultime Mme Lalim ou l'ambassadeur américain. Vous allez voir, ils promettent de manifester dans les prochains jours, mais rapidement l'ambassade américaine va leur faire des menaces. L'ambassade américaine va leur dire, écoutez, si vous continuez, on va vous couper votre visa. Ou alors, l'ambassade américaine va tenter de les corrompre en leur disant, écoutez, calmez-vous et on vous donnera un visa. Et vous allez voir, chacun va rentrer dans son trou parce que le patron véritable de ceux qui détiennent des armes en Haïti, c'est l'ambassadeur américain. Ce n'est pas pour rien que j'aime à dire que l'ambassade américaine en Haïti, c'est un haut lieu de corruption. L'ambassade américaine en Haïti, c'est un haut lieu d'intrigue. Il n'y a pas de mouvement populaire qui puisse réussir, à moins qu'à la tête de ce mouvement, on ne retrouve un leadership clairement identifié, un leadership qui puisse aller chercher l'adhésion de la population haïtienne. Nous avons pourtant historiquement réussi un certain nombre de mouvements populaires. Le premier, c'était la cérémonie du Bois Caïman. Les gens pensent à tort que Bois Caïman fut un mouvement spontané où des leaders se sont rencontrés comme ça pour décider que 7 jours plus tard, ils mettraient le feu dans la colonie. Non. Nos ancêtres, n'est-ce pas, les Boukman, les Jean-François, les Biassou, les Toussaint Louverture, n'est-ce pas, ils ont préparé Bois Caïman pendant plus d'1 an. Les archives que j'ai consultées dans la rédaction de mon livre sur Toussaint Louverture montrent que, n'est-ce pas, ceux qui ont préparé Bois Caïman ont travaillé là-dessus pendant plus de 12 mois. Ils ont identifié des têtes de pont, ils se sont donné un agenda, ils se sont donné un manifeste, ils ont préparé une relève car ils savaient que le leader du mouvement serait assassiné. Et de fait, Boukman a été exécuté et décapité.
Mais Boukman exécutait, n'est-ce pas, le mouvement se poursuivait car Boukman avait prévu une relève en la personne de Jean-François, en la personne de Biassou, en la personne de Toussaint Louverture. Ces derniers avaient prévu une stratégie, c'est-à-dire comment se faire former militairement par une puissance adverse à la France, c'est-à-dire l'Espagne, aller chercher une formation d'officiers à Santo Domingo, dans l'armée auxiliaire de l'Espagne, puisque Santo Domingo était une colonie espagnole, l'équivalent de la République dominicaine aujourd'hui. Puis, une fois formé, Toussaint Louverture, à la tête d'une armée de Noirs, formée justement par les Espagnols, est revenu dans la partie Est, donc à Saint-Domingue, plus tard Haïti, pour mettre en place son agenda, à savoir la libération de ses frères noirs. Donc, il y a des mouvements populaires qui réussissent dans notre histoire. Mais la recette de leur réussite se trouve justement dans la préparation. Il faut préparer un mouvement populaire de longue main. La recette de leur réussite réside dans l'adhésion populaire, hein. Le mot même le dit, un mouvement populaire, c'est un mouvement de peuple, donc le peuple doit donner son adhésion. La recette de leur réussite se trouve justement dans un leadership clairement identifié. Mon problème avec la frustration, la compréhensible frustration des policiers, précisais-je, c'est qu'on ne sait pas qui est à la tête de ça. Et le problème, je vous mets en garde, c'est que cette contestation policière, donc des policiers qui tirent sur des policiers, peut être justement le prétexte que recherchent les nations malveillantes comme les États-Unis, le Canada et la France pour dire ça y est, il y a une guerre civile, les policiers s'entretuent, nous devons occuper la nation. Est-ce que les policiers sont conscients qu'ils peuvent être utilisés comme des outils par la mafieuse ambassade américaine pour provoquer au sein du corps de police, n'est-ce pas, une espèce de contestation qui aurait l'air d'une guerre civile pour justifier une entrée? Donc, faisons gaffe. Et donc, je ne saurais approuver cette tactique spontanée des policiers, même si je comprends les frustrations des policiers qui tirent sur des confrères policiers, non. Vous faites partie du même corps, vous faites face aux mêmes problématiques, vous avez les mêmes frustrations. Ne laissez pas vos vrais ennemis vous tromper sur la nature de vos frères. Les autres policiers, même s'ils sont au service de la sécurité d'Ariel, sont vos frères d'armes. Donc il ne faut pas leur tirer dessus. Et si vous persistez à le faire, vous réaliserez plus tard, à moins que vous ne le sachiez déjà, parce qu'il y a parmi eux aussi des agents doubles. Hein. C'est l'empereur Jean-Jacques Dessalines, alors général, qui disait à ses officiers qu'à chaque fois que 6 d'entre nous se réunissent, il y en a un qui est placé là par l'ennemi. Jean-Jacques Dessalines le savait, il était lucide. On ne les appelait pas encore des agents doubles, mais au sein de la police, il y a des agents doubles, donc des agitateurs, des gens qui vont fomenter des troubles pour donner un justificatif à la mafieuse ambassade américaine, laquelle ambassade va dire « ça y est, il y a une guerre civile en Haïti ». Donc on va demander aux policiers de se calmer. Cette affaire qui consiste à tirer sur vos frères n'est pas acceptable. Si vous voulez faire partie d'un mouvement populaire plus large pour renverser Ariel, bravo. Mais quand je prends le temps d'écouter les discours des policiers qui sont dans la rue, il n'est pas question, dans leur discours en tout cas, de renverser Ariel. Ils réclament des moyens, bravo. Ils réclament de meilleures conditions de travail et ils menacent le leadership de la police. Mais ça ne fait pas une révolution. Ça va? Et donc, je ne m'attends pas à grand-chose de ce mouvement de policiers. C'est un mouvement qu'on peut utiliser. C'est un mouvement qui peut donner lieu à quelque chose de plus large. Mais encore faut-il que quelqu'un veuille bien en prendre le leadership.
et là je lance l'appel solennel à des gens qui sont sur le terrain. Je lance un appel solennel à Moïse Jean-Charles. Je l'ai dit la semaine dernière, il est en Haïti en ce moment le seul qui détienne un véritable pouvoir de convocation. Montana n'a pas de pouvoir de convocation. D'autres politiciens en Haïti parlent, ils radotent, ils font des entrevues, n'est-ce pas, plus ou moins sérieuses, mais aucun leader en ce moment en Haïti n'a ce pouvoir de convocation, pouvoir qui peut aller chercher l'adhésion de la population. Donc il faut aller chercher l'adhésion d'une population. Un mouvement populaire réussi, disais-je, lorsque ce mouvement obtient l'adhésion de la population, par définition, un mouvement populaire, c'est un mouvement de peuple. Un mouvement populaire réussit lorsqu'il est planifié. Bois Caïman a été longuement planifié. Un mouvement populaire réussit lorsqu'on voit le leadership. On savait qui était à la tête du congrès de Bois Caïman. Boukman, Cécile Fatiman, Jean-François Biassou et Toussaint Louverture qui étaient là, même s'il agissait dans l'ombre. Un mouvement populaire qui réussit, c'est un mouvement qui a un manifeste. Voici ce que nous voulons. Un mouvement populaire qui réussit, c'est un mouvement qui a une stratégie avec des tactiques. La tactique de Bois Caïman, c'était de foutre le feu 8 jours après dans toute la colonie, faire mal à l'oppresseur dans ce qui compte pour lui. Mais la stratégie, c'est quelque chose qui va à long terme. Pour faire la guerre aux Français, pour faire la guerre à l'armée française, mais nous devons avoir une préparation militaire. Où irons-nous chercher cette préparation? Nous irons la chercher dans l'armée auxiliaire espagnole. Pour faire la guerre à l'armée française, il nous faut des armes. Où irons-nous chercher les armes? Mais dans l'arsenal des Espagnols et des Français. Mais je ne vois rien de tel dans ce mouvement spontané des policiers. Par nature, comme historien, je me méfie de tout mouvement spontané, d'autant que je sais que ces soi-disant mouvements spontanés ne sont que rarement des mouvements spontanés puisqu'ils sont télégraphiés par la très mafieuse ambassade américaine. Vous verrez. J'espère ne pas avoir raison, mais hélas, je sais que j'aurai raison. Vous verrez que parmi ceux qui animent cette contestation populaire, cette contestation policière, dis-je, il y en a qui travaillent déjà pour l'ambassade américaine. Et à point nommé, l'ambassade américaine va leur dire « ça suffit, circulez, il n'y a rien à regarder, sinon on va vous couper votre visa » ou alors l'ambassade américaine va les corrompre en leur disant « on vous donne le visa, fermez votre putain de gueule ». Donc, deuxième partie de l'émission, faisons attention aux faux mouvements populaires. Et pourtant, tout espoir n'est pas perdu, d'où la troisième partie de l'émission. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir dans ces heures sombres? À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées.
Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets, allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir dans ces heures sombres? Ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que pour la première fois, la bête n'arrive pas à exécuter son plan. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à exécuter son plan? Elle demeure méchante, la bête. Par bête, j'entends les États-Unis, le Canada, la France. C'est une bête à 3 têtes qui demeure méchante, mais elle n'arrive pas à justifier son occupation illégale parce qu'elle n'a plus le contrôle de la communication publique. C'est la bataille que nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner la bataille du narratif public. C'est pas pour rien que tous les mercredis je suis avec vous, c'est pas pour rien que tous les dimanches je suis avec vous, parce que je n'ai pas d'arme de guerre. La seule arme dont nous disposions, c'est la bataille de la communication et nous sommes en train de la gagner. Dans le sens que la bête recule, elle tergiverse, elle essaie de, n'est-ce pas, de se prendre autrement que traditionnellement, parce que nous faisons de la contre-intelligence, nous mettons à nu ces plans macabres. Ce qui me donne de l'espoir, c'est la vigilance de ce peuple. Pendant la semaine, il s'est passé au Cap-Haïtien quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'était, ma foi, mardi ou mercredi de mémoire. Eh bien, il y a eu une drôle de rumeur qui a circulé au Cap-Haïtien selon laquelle, eh bien, Ariel Henry serait entré dans la ville du Cap. Spontanément, la population s'est levée pour aller chercher Ariel et lui dire ces 4 vérités. Évidemment, c'était une rumeur. Bon. Ce qui me donne de l'espoir, c'est des échanges que j'ai eus avec des leaders au sein de la population haïtienne et qui sont prêts à faire un coup d'éclat entre maintenant et le 7 février. Il nous faut un coup d'éclat. Quel coup d'éclat? Renverser Ariel. Ariel n'est pas invincible. Ariel n'est pas... Au fait, le pouvoir d'Ariel, comme vous le savez, ne tient qu'au tweet de ceux qui l'ont placé. Et ceux qui l'ont placé, ils voient bien que cet Ariel-là est décrié. Donc, il nous faut un mouvement d'éclat. Mais pour que le mouvement d'éclat réussisse, il faut qu'il soit assorti, ce mouvement d'éclat, d'une proposition d'un gouvernement pour la reconquête de la souveraineté nationale, une proposition qui doit aller chercher l'adhésion populaire. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de mouvement populaire qui réussisse si la population n'y donne pas son adhésion. Alors, je suis en pourparlers avec quelqu'un au pays, je suis en pourparlers avec des gens qui travaillent sur la proposition d'un gouvernement de reconquête de notre dignité, et au moment où ce coup d'éclat va se faire, eh bien, sachez que ce coup d'éclat sera assorti d'une proposition d'un gouvernement de reconquête de la dignité à la population haïtienne. Nous devons prendre acte, chers amis, de la méchanceté des États-Unis d'Amérique. Nous devons prendre acte de la méchanceté du Canada. Nous devons prendre acte de la méchanceté de la France et ne pas demander à ceux qui nous ont foutus dans ce merdier de venir soi-disant nous sauver. Non. Le Canada, les États-Unis et la France doivent être mis de côté dans l'avenir d'Haïti. Ne pensez pas que ce soit impossible. Oui, c'est possible.
si par exemple, à chaque fois que le Canada envoyait une délégation en Haïti, si par exemple, à chaque fois que les États-Unis envoyaient une délégation en Haïti, si par exemple, à chaque fois que la France envoyait une délégation en Haïti, les politiciens refusaient de les rencontrer, eh bien, ce serait déjà un bon pas. On leur enverrait le message que, en ce qui a trait à l'avenir d'Haïti, le rôle qu'ils se sont donné est un rôle illégal, c'est un rôle illégitime et que désormais, les Haïtiens veulent se prendre en main. Mais ça commence par un geste d'éclat. Si le geste d'éclat n'est pas suivi par une proposition gouvernementale, ce sera un autre mouvement spontané qui sera rapidement récupéré par les mêmes méchants traditionnels, c'est-à-dire l'ambassade américaine de la France et du Canada. Faisons en sorte qu'entre maintenant et le 7 février, il y ait un soulèvement populaire, qu'on marche sur la primature d'Ariel, qu'on marche sur l'ambassade américaine, qu'on dise au monde entier, Ariel n'est pas notre Premier ministre et que ceux qui l'ont placé là doivent le reprendre. Mais tout ceci doit être accompagné, insistais-je, d'une proposition d'un gouvernement de reconquête de notre souveraineté. Je ne parle pas d'un gouvernement qui va passer 12 mois là à préparer les élections, non. Si on prépare des élections en 12 mois, on va retomber dans nos mêmes ornières, on va retomber dans nos mêmes bêtises. Et c'est encore l'étranger qui va nous faire avaler des résultats bidons. Nous allons prendre le temps de jeter les chantiers fondateurs de la nouvelle Haïti, chantier dont je parle régulièrement à cette émission, chantier que j'ai décrit dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition. Et si on recommençait, il est possible qu'on recommence, les amis. Toute nation, à un moment donné de son histoire, toute nation qui évolue aujourd'hui, toute nation qu'on considère comme une nation développée, à un moment donné de son histoire, a dû faire face à ses problèmes, a dû faire face à ses défis et a dû se dire, voici ce qu'on doit faire pour nous en sortir. Nous n'avons rien à envier aux autres en matière d'intelligence. Nous n'avons rien à envier aux autres en matière de compétences, bien au contraire. Il suffit pour nous d'identifier les vrais patriotes, d'identifier les gens qui sont véritablement compétents, d'identifier les gens qui sont motivés par l'esprit de service. Il y en a en Haïti. Ce n'est pas vrai que les 12 millions d'Haïtiens sont tous vendus aux Blancs. Ce n'est pas vrai que les 12 millions d'Haïtiens sont tous motivés par l'appât du gain. Non. Il y a des patriotes dans ce pays. Il y a des gens compétents dans ce pays, qu'on les identifie et qu'on les intègre au sein d'un gouvernement de reconquête de notre souveraineté. Mais pour arriver à mettre en place ce gouvernement, nous devons poser un geste d'éclat, un seul, renverser Ariel. Je n'ai pas dit qu'il nous faille négocier avec les ambassades, non. C'est fini ce temps-là. Nous renverserons Ariel et nous ferons à notre population une proposition d'un gouvernement de reconquête de notre souveraineté et de notre fierté. Voilà ce qui me donne de l'espoir. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère vous avoir été utile. Merci de votre soutien. Continuez à commander ce beau livre sur Toussaint Louverture. Lisez-le en famille, lisez-le en classe. Il y a des profs d'école qui le commandent pour leurs élèves. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez fait encore. Recrutez des gens qui vont s'abonner à notre chaîne. Nous voulons avoir une masse critique de gens qui comprennent la réalité haïtienne et qui se reprennent en main. Merci, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Bonne semaine. Au revoir.